On voit bien que dans la période actuelle, ce sont les Israéliens qui ont donné l'impression d'être demandeurs vis-à-vis de la Syrie de négociations pour leurs perspectives à venir. Mais dans le même temps, il ne faut pas pour autant en déduire facilement le fait que les Israéliens seraient d'ores et déjà prêts à rendre l'intégralité de ce même plateau du Golan aux Syriens. Donc c'est pourquoi je crois qu'il faut plutôt replacer les différents enjeux et cette donne dans une perspective beaucoup plus globale et voir que sur les dernières années, on a eu l'impression selon laquelle la Syrie était extrêmement affaiblie. Il va de soi que la Syrie a été isolée du fait d'un ensemble de facteurs, dont l'invasion de l'Irak et dont très particulièrement les évolutions intervenues sur la scène libanaise depuis l'adoption de la fameuse résolution 1559 pour le Liban qui demandait en l'occurrence le retrait syrien du pays. Mais dans l'aboutissement et avec l'approche de la fin du mandat du président américain George Bush, on voit que non seulement le régime syrien a tenu, mais que de surcroît, les alliés réputés du régime syrien dans la région, à savoir l'Iran, mais également le Hezbollah libanais, voire même le Hamas palestinien, ont eux-mêmes relativement le vent en poupe. Et donc à partir de là, je crois que l'essentiel de la donne donc s'oriente non pas vers des négociations formelles et vers une possibilité pour les Syriens et les Israéliens de se réconcilier très très vite, mais plutôt, mais les choses s'orientent beaucoup plus vers la volonté contre les Israéliens de se garantir la neutralisation d'une majorité d'acteurs dans les perspectives actuelles. Alors bien entendu, quand les Israéliens approchent d'une telle manière les Syriens, c'est que forcément ils escomptent un gain politique avant tout, puisque sur le plan territorial, les Israéliens seraient beaucoup plus favorables à un maintien du plateau du Golan au sein de leur propre assise territoriale. Donc je crois que la contrepartie effective qu'il faut bien distinguer de la part des Israéliens, c'est en l'occurrence la volonté qu'ont les Israéliens de voir la Syrie, je dirais, distendre un peu ses liens vis-à-vis du Hezbollah. Dans le même temps, je crois que les Israéliens sont conscients et qui savent que la portée de la connexion entre Damas et le Hezbollah libanais reste extrêmement forte. Et je crois qu'on a d'autant plus de raisons d'être prudent et d'être finalement relativement attentiste vis-à-vis de cette situation-là, que lorsque l'on regarde la situation telle qu'elle a prévalu entre les Syriens et les Israéliens il y a quelques années, on voit qu'il y a des pierres d'achoppement qui ont été fondamentales et qui ont empêché le déblocage de la situation entre les uns et les autres. Ce à quoi je pense très particulièrement en disant cela, c'est en l'occurrence au printemps 2000, quand on a eu une médiation de la part de l'ancien président américain Bill Clinton, qui voulait ou qui disait vouloir rapprocher les Israéliens et les Syriens en proposant aux Syriens de récupérer le plateau du Golan. Mais il s'est avéré à l'époque que la condition pour cela, de la part des Israéliens, c'était que les Syriens renoncent à leur accès au lac de Tibériade, qui est un lac très important pour les perspectives hydrauliques régionales. Donc cette même donne, à mon avis, n'a pas fondamentalement changé. Et il faut voir si les Syriens seraient prêts à assouplir le taux de leur revendication par rapport au plateau du Golan. Chose qui, selon moi, n'est pas acquise. Donc, dans l'état actuel des choses, on pourra éventuellement avoir des débuts de négociations, de tractations, des atermoiements, mais je crois que les conditions concrètes pour une paix syro-israélienne sont loin d'être acquises et les Israéliens ne pourront se satisfaire d'une option à partir de laquelle la Syrie ne couperait pas ses connexions avec certains alliés régionaux. Le gouvernement Olmert se voit critiqué par une bonne partie de la classe politique israélienne et se voit critiqué par une partie également de l'opinion publique israélienne vis-à-vis de ce qui est interprété ou présenté comme étant des concessions trop faciles faites aux Syriens, ça c'est d'une part, mais d'autre part, et au moins de manière aussi fondamentale, il faut bien être conscient de ce que les Syriens eux-mêmes sont conscients de ce que s'ils venaient à régler leur pierre d'achoppement avec les Israéliens et s'ils venaient à signer une paix formelle, il y aurait de lourds problèmes ou de forts problèmes pour le régime syrien lui-même, qui ne pourrait plus arguer du risque israélien afin de faire valoir sa légitimité sur le plan interne. Donc je crois que paradoxalement, les uns comme les autres, non seulement ne sont pas vraiment soucieux ou pas vraiment emballés pour faire la paix les uns vis-à-vis des autres, mais de surcroît ils sont conscients des risques inhérents à une telle configuration, et c'est bien là le malheur de toute la région finalement, mais dans le même temps, l'attentisme ne sert absolument à rien. Donc je ne dirais pas que les Israéliens cherchent à amuser la galerie, je crois qu'au contraire, ils ont des visions stratégiques effectives, qu'on ne peut pas exclure le fait que Ehud Olmert lui-même ait voulu quelque part sauver sa position ou sauver sa posture en optant pour de telles propositions qui sont sinon révolutionnaires, du moins assez inattendues dans l'état actuel des choses. Mais concrètement, une fois encore, on voit bien que ni les Israéliens ni les Syriens ne sont vraiment pressés de clarifier les perspectives entre eux.
La Turquie est un cas assez intéressant dans la période actuelle des choses parce que c'est quand même un pays qui certes a intérêt à maintenir une certaine stabilité dans son environnement géopolitique proche. De surcroît, c'est un pays qui a tout intérêt à montrer qu'il a un rôle diplomatique, un rôle politique qui puisse aboutir dans des perspectives régionales assez troubles. Mais de surcroît, je crois qu'il y a un autre pan qui paraît peut-être de manière beaucoup moins évidente aujourd'hui, mais qui n'est pas moins intéressant et important, c'est la volonté qu'a la Turquie de montrer aussi bien à la communauté internationale qu'à ses proches voisins européens qu'elle peut les aider à avoir un impact dans la région si toutefois elle venait elle-même à être prise en considération, entendez par là bien entendu, à être intégrée à l'Union européenne à terme. Donc je crois qu'on est à la jonction finalement d'un attachement à mon sens sincère de la part de la Turquie à faire avancer les perspectives régionales, mais on est également devant une forme d'opportunisme de la part de la Turquie, même si bien entendu en disant opportunisme je ne pense pas forcément au sens négatif de la donne, on peut penser au sens positif aussi, à savoir une fois encore les sollicitations pro-européennes de la Turquie. Maintenant, au-delà de cela, il faut bien constater également que la Turquie restait au sein de cet échiquier moyen-oriental l'acteur le plus à même reste l'acteur le plus à même de faire aboutir une telle donne. Pourquoi? Parce que contrairement à l'Arabie Saoudite, par exemple, contrairement à l'Iran, bien entendu, mais contrairement à beaucoup de pays arabes du Moyen-Orient très principalement, la Turquie est un pays qui a de bonnes relations avec Israël, qui a pu faire valoir ses revendications quand la politique israélienne a été assez lourde vis-à-vis de l'environnement régional et notamment vis-à-vis des Palestiniens. Et donc je dirais qu'en termes de médiateur honnête ou de honest broker comme on dit en anglais, la Turquie est largement à sa place dans les perspectives actuelles et c'est finalement une chose bienvenue que de l'avoir initié ces formes d'aboutissement ou ces formes je dirais, d'enclenchement que l'on espère pouvoir être prometteurs bien entendu.